Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, distingue 3 personnalités du monde des affaires. Les récipiendaires ont été honorés pour leur action en faveur de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Le dossier politique enquête sur l'état actuel des œuvres de Félix Houphouët-Boigny, 25 ans après son décès. Ce jeudi, focus sur la ville de Yamoussoukro, la ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Et le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Koné Bruno, était sur le site de construction des logements sociaux. Après l'installation des populations, des problèmes d'adduction d'eau et d'assainissement sont signalés. Plus de détails dans ce journal. Merci de nous rejoindre. Ce jeudi 13 décembre 2018, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a procédé au lancement officiel de la première phase des travaux de butimage, de renforcement des voiries de réseaux divers dans la commune de Grand-Bassam. 6 km de voiries sont concernés et ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme de valorisation de la ville historique de Grand-Bassam, une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la première dame de Côte d'Ivoire, on vous l'annonçait en titre, Dominique Ouattara, a distingué 3 personnalités du monde des affaires pour leur œuvre sociale en faveur de la construction de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. La cérémonie de distinction s'est tenue ce jeudi au cabinet de la première dame. Le compte-rendu de Habiba Dambélé-Sawé. Reconnaissance de la nation envers 3 personnalités qui ont contribué à la construction de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. La première dame de Côte d'Ivoire a tenu à dire merci à ces personnes généreuses qui ont donné de leur temps et leur cœur pour permettre à cet hôpital d'exception de voir le jour. Il s'agit de messieurs Fakouri Clyde, de Jean-Luc Bérard et Fabrice Tourzali, tous de l'entreprise PFO. Ils ont été faits officiers pour les premiers et chevaliers dans l'ordre national pour le dernier. Le porte-parole des récipiendaires a témoigné de cette aventure humaine au service des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. À peine 3 ans après que vous nous ayez confié ce défi, nous réalisons l'ampleur de l'œuvre à laquelle nous avons contribué. Par votre vision et votre ambition, un hôpital mère et enfant digne des plus grands établissements médicaux au monde a pu voir le jour ici, en Côte d'Ivoire, à Bingerville. Jean-Luc, Fabrice, moi-même et beaucoup d'autres avons travaillé pour que ce projet prenne vie. Mais plus que le mérite de 3 personnes, c'est une histoire commune que nous célébrons aujourd'hui. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville a été pensé et réalisé grâce aux efforts de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et grâce à ses nombreux donateurs. J'ai tenu personnellement à ce qu'il soit décoré, car il le mérite amplement, et je vous demande de les applaudir très très fort. Je salue également les familles et les amis des récipiendaires et tout le personnel de PFO qui sont avec nous pour accompagner cette cérémonie d'hommage. Je repense avec beaucoup d'émotion à toutes les étapes qui ont marqué la construction de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Je mesure également tout le chemin parcouru afin de finaliser ce projet de grande envergure. Et ce n'était pas facile. Malgré les moments de doute et d'incertitude, et à force de détermination et de persévérance, nous y sommes finalement parvenus. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville a été achevé et inauguré en mars dernier au grand bonheur de nos populations. Il vous aura fallu beaucoup de volonté pour atteindre nos objectifs et vous avez satisfait à nos attentes au-delà de toutes nos espérances. Avec une capacité d'accueil de 130 lits et places, il est classé au niveau 3 à l'échelle des établissements sanitaires. Il met également au service des patients un matériel médical de pointe pour le diagnostic et le traitement des pathologies. Le personnel médical qualifié est composé à ce jour de plus de 400 personnes et prend en charge les principales affections de la mère et de l'enfant, même les plus complexes. Certains services sont par ailleurs ouverts à toute la famille, tels que
l'imagerie, le laboratoire, la rééducation, l'ophtalmologie, l'ORL et la dentisterie. Nous recevons aujourd'hui en consultation plusieurs centaines de patients par jour. Et depuis l'ouverture en mars dernier, nous sommes à plus de 250 accouchements. En outre, notre modèle de gestion nous permet de soigner 25% d'indigents qui sont pris en charge gratuitement. L'hôpital Mère-Enfant a été inauguré le 16 mars 2018. Ce joyau architectural et médical a coûté 25 milliards de nos francs. Et une autre distinction, cette fois dans le secteur de la défense, les personnels civils et militaires du groupement ministériel des moyens généraux ont été honorés par le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, à Boussanogo. Les personnels civils et militaires du groupement ministériel des moyens généraux, célébré par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Couronnement d'un moment de fraternisation entre les différentes composantes du groupement, mais surtout une occasion de renforcement des liens armées-nation. Il s'agit pour le commandement du groupement de manifester sa gratitude aux militaires, gendarmes, marins et aviateurs, et pour le ministre de reconnaître les mérites et stimuler à davantage d'efforts à l'excellence ses collaborateurs par les décorations dans les différents ordres de la nation et des armées. Ainsi, des personnels civils et militaires ont été distingués par leur tutelle et ils ont été faits respectivement officiers dans l'ordre national, chevaliers dans l'ordre national, officiers dans l'ordre du mérite ivoirien, chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien et médaillés des forces armées de Côte d'Ivoire. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, chef suprême des armées, nous marquons cet instant pour exprimer que le pays n'oublie pas, n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour lui. À tous ceux qui sont sur les rangs, je vous demande de redoubler d'efforts dans la discipline au service de la nation pour qu'également un jour, devant vos parents, devant la nation, devant le drapeau, vous puissiez également être décorés par l'État. Outre cette décoration, 30 personnels militaires et gendarmes, admis à faire valoir leur droit à la retraite, ont été honorés. Par ailleurs, les lauréats de la semaine sportive du groupement ministériel des moyens généraux ont été également récompensés, le tout couronné par un défilé. Le dossier politique du jour s'intéresse aux œuvres du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, 25 ans après sa disparition. Ce soir, focus sur la ville de Yamoussoukro. Yamoussoukro, le village natal du père de la Côte d'Ivoire moderne, qui a eu la chance de bénéficier de bâtiments qui rivalisent d'audace technologique et architecturale dès les premières heures des indépendances. Mais 25 ans après, qu'est devenue cette ville futuriste, conçue et faite des mains d'Houphouët-Boigny? Suivons ce dossier de Sidonie Davila. Houphouët-Boigny avait un esprit de suite et de prévision. Tant de fouet là, de la manière on était ensemble, il n'y avait pas de palabre, il n'y avait rien. C'est ce que nous on souhaite aujourd'hui. Nombreux sont ces nostalgiques du temps Houphouët. Comme pour dire, sous l'ère Félix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro, capitale ivoirienne, brillait de mille feux. Ville touristique, ville verte, ville non industrialisée. Félix Houphouët-Boigny en avait rêvé pour Yamoussoukro, son village natal. 25 ans après sa mort, même si la ville continue de fasciner par la qualité de ses infrastructures, les effets du temps sont bien visibles. À l'entrée de la ville, l'hôtel Président, un monument futuriste construit en 1973. Cet hôtel prestigieux a aujourd'hui 45 ans et continue de recevoir les personnalités en visite dans la capitale ivoirienne qui rassemble de grandes bâtisses. À quelques kilomètres de l'hôtel Président, la maison du PDCI, parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. La fréquentation du palais des congrès, jadis témoin d'événements importants dans la vie du parti septuagénaire, est aujourd'hui en perte de vitesse. En cause, les événements de la crise ivoirienne. La fondation Félix Houphouët-Boigny a eu beaucoup plus de chance.
Devenue en 1997, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ne cesse de faire connaître l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, sa pensée politique et philosophique fondée sur la quête permanente de paix dans le monde. La Fondation s'est bonifiée avec le temps. Houphouët-Boigny cultivait l'excellence. Quand il construisait, il voulait construire le plus solide. Quand il achetait, il voulait acheter le plus beau. Toujours le souci permanent de la recherche de la qualité et de la perfection. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB, se compte aussi parmi les œuvres de Félix Houphouët-Boigny. L'INPHB a gardé sa vocation d'enseignement de qualité, une école d'excellence qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Dans l'esprit du président Houphouët-Boigny, ces grandes écoles de Yamoussoukro et même l'école nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée à Abidjan constituent des instruments de solidarité africaine. Après une mauvaise passe, elle retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse avec le soutien de l'État et du programme CEDD. Et avec des financements de la Banque mondiale, nous allons pouvoir continuer la réhabilitation et mieux agrandir les capacités d'accueil de notre institut et faire en sorte que les projets de réforme des programmes se poursuivent de sorte à avoir l'accréditation de certaines instances et qui permettent aux ingénieurs, aux diplômes d'ingénieurs que nous allons délivrer d'être reconnus internationalement. D'autres établissements d'excellence comme le lycée scientifique ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Parmi les symboles du temps Houphouët, nombreux sont ceux qui restent encore debout malgré le poids des années. Mais à côté de cela, certains ont pris vraiment un coup de vieux à l'image de ces plantations à Tomboucro. Propriété de Félix Houphouët-Boigny au départ, ces plantations ont été cédées à l'État ivoirien en 1978. C'est une plantation agro-industrielle qui a une superficie d'environ 2000 hectares. À peu près 105 hectares seront reboisés. Nous voulons faire du reboisement et de l'agroforesterie avec le programme PGDEC. Nous allons installer bientôt une usine de production de biogaz. Donc nous avons projeté de construire des fermes pour insérer après les jeunes. Les édifices et réalisations restent les traces de Félix Houphouët-Boigny. Ces routes aussi, fortement dégradées avec l'usure du temps. Toutes les routes, tout Yamoussoukro, toutes les routes sont dégradées. Mofeta, on ne peut pas passer. 220, ça ne peut pas. Habitat, ça ne va pas. Partout où on passe, vraiment, ce n'est pas des trous, c'est des caniveaux. Le budget du district de Yamoussoukro est insuffisant. Et pas une seule ligne de ce budget n'est prévue à cet effet-là. Le lycée scientifique, le bitumage des rues de Yamoussoukro, le curage des caniveaux, l'entretien des édifices publics, il faut une politique spécifique dédiée pour redonner à Yamoussoukro son éclat d'antan. Les œuvres de Félix Houphouët-Boigny, des actes de générosité, des symboles à préserver, selon le petit-fils Augustin Thiam, aujourd'hui gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Célébrer Houphouët-Boigny, c'est bien, mais pratiquer ce qu'il préconisait en termes d'union entre Ivoiriennes et Ivoiriens serait encore mieux. La paix, une valeur et une des raisons pour laquelle le sage a fait construire en 1983 dans sa ville l'un des plus grands édifices du monde de la chrétienté, la basilique Notre-Dame de la Paix. Personne que soit en Côte d'Ivoire à l'extérieur n'a intérêt à ce que la basilique se dégrade. Tous nous sommes responsables de l'entretien et de la maintenance de ce joyau architectural. La basilique est une œuvre inachevée. C'est un projet qui appartient à toute la nation ivoirienne et que chaque génération doit améliorer. 25 ans après, l'ombre de Félix Houphouët-Boigny continue de planer sur Yamoussoukro. La pérennisation des œuvres de celui qui fut le premier président de la Côte d'Ivoire reste un grand défi.
Un reportage plein de sens. Et direction la Pologne où se tient en ce moment la COP24, la 21e conférence internationale sur l'environnement. Le ministre de l'Environnement ivoirien et du développement durable s'est prononcé sur les attentes de la Côte d'Ivoire. Pour Joseph Seka, cette rencontre sur le climat doit favoriser la mise en œuvre d'actions concrètes de lutte contre les changements climatiques. Retrouvons Grace Kondo et Ulrich Adongo. Le chef de la délégation ivoirienne à Katowice en Pologne a porté la voix de la Côte d'Ivoire lors du segment de haut niveau. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a présenté les attentes du pays et souligné l'engagement de la Côte d'Ivoire à mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Selon lui, la COP24 doit encourager l'adoption d'actions concrètes traduisant les grands axes de l'engagement pris lors de la COP21 à Paris. Le renforcement des capacités de tous les acteurs, la mise en œuvre des initiatives d'envergure régionale, la mobilisation efficace des ressources financières à travers une célérité et une transparence dans l'approbation des projets soumis au niveau du Fonds vert pour le climat, le partage des expériences, le renforcement de la coopération tant sud-sud que sud-nord et le transfert effectif des technologies communes comme le stipule l'objectif 17 du développement durable. Le ministre Joseph Seka a également salué la dernière publication du groupe intergouvernemental des experts sur le climat fixant la limite acceptable du réchauffement à 1,5 degrés Celsius. Et dans le secteur agricole, il est question de développement. Pour le renforcement de l'agriculture en Côte d'Ivoire, la BAD, la Banque africaine de développement, et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, s'engagent à soutenir notre pays à hauteur de 100 millions de dollars échelonnés sur 5 ans. Le reportage d'Abdoulaye Koné. En visite de travail en Côte d'Ivoire, le directeur du centre d'investissement de la FAO a rencontré le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au cœur de leur discussion, la mise en place d'un programme de partenariat entre la FAO et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays foncièrement agricole avec d'énormes opportunités, que ce soit dans la production ou en aval ou en amont des filières agricoles. Et ces opportunités sont des opportunités d'investissement physique, mais aussi d'investissement qui permettent beaucoup plus d'emplois pour les jeunes et pour les femmes et pour bien sûr l'ensemble de la société, avec l'idée de créer de la richesse qui puisse bénéficier à tout le monde de manière inclusive. Pour le développement de son agriculture, la Côte d'Ivoire aura besoin de main-d'œuvre. La mise en place de ce programme permettra à terme de dissuader des milliers de candidats à l'immigration clandestine. Surtout en ce qui concerne l'emploi agricole et rural et des opportunités qui s'offrent pour les jeunes, mais aussi pour les jeunes qui ont envie de migrer ou pour ceux qui reviennent de migration. Ce programme fait suite à la signature de l'accord de partenariat stratégique signé entre la FAO et la BAD en août 2018 à Rome. Le ministre Ali Koulibaly avait alors lui-même effectué le déplacement en Italie pour s'assurer du bon déroulement du processus. Et dans le domaine de l'urbanisme, la cité Ado, dans la commune de Yopougon, présente des problèmes d'adduction d'eau et d'assainissement. Un constat fait par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nagbane-Koné, qui était en visite le 10 décembre dernier sur plusieurs sites de construction de logements sociaux dans le district d'Abidjan. Plus de détails dans ce reportage de Cheikh Koné. 24 mois après la remise officielle des clés de leur maison, les habitants de la première tranche de la cité Ado de Yopougon sont confrontés à de nombreuses difficultés liées à leur cadre de vie. C'est difficile pour des personnes qui ont acheté des maisons. Ce serait malsain de voir ces personnes transporter des seaux, quitter une villa, venir se laver dans les toilettes publiques. Vraiment, à Abidjan, ici, ce n'est pas possible. À cela s'ajoute le manque d'eau potable, la proximité avec des unités industrielles et l'insécurité grandissante dans la cité, faute de l'existence d'une clôture. Une situation devenue intenable pour les 100 premières familles qui habitent cette cité. Il n'y a pas de sécurité ici, puis il y a trop de maladies. À chaque arrêt, nos enfants tombent malades. Il n'y a pas de WC, il n'y a pas de canalisation encore.
Ça fait 2 ans qu'on est là, rien. On nous dit qu'ils vont fermer. Jusqu'à présent, rien. On n'arrive pas à aller à la selle normalement. La minuit, on ne sait pas où rentrer. La cité Ado est la première parmi les 4 programmes de logements sociaux. Sur un total de 2172 logements prévus dans ce programme, 17 immeubles sont déjà sortis de terre. Au cours de sa visite, le ministre Koné Bruno a touché de près les difficultés vécues par les populations riveraines. Dans un échange empreint de sincérité entre opérateurs et syndics, il a promis traiter en urgence ces problèmes. Pour nous, la cité Ado, c'est un symbole. Elle porte le nom du président de la République, et premièrement. Et deuxièmement, c'est la première cité de ce type qui a été lancée par le gouvernement. Donc nous devons d'en faire un succès. C'est la raison pour laquelle nous y sommes allés aujourd'hui. Mais c'est la raison pour laquelle également, depuis que nous sommes là, nous insistons auprès de toutes les personnes concernées pour que tout soit mis en œuvre, pour que cette cité soit rendue rapidement habitable et surtout que les habitants puissent y vivre décemment. Bruno Koné s'est ensuite rendu dans les résidences à Kouaba de la société immobilière Alliance Côte d'Ivoire. Il s'est félicité de la qualité des travaux de cet opérateur. Nous voyons une cité qui a été bien pensée en amont. Nous voyons une cité qui offre des équipements qui sont de très bonne qualité. Maintenant, nous insistons sur les aspects production de masse. Nous insistons sur les aspects vitesse dans la production. Cela vaut pour la cité ici, cela vaut également pour tous les autres acteurs. C'est en 2013 que le gouvernement a lancé un programme présidentiel de construction de 60 000 logements sociaux et économiques en 5 ans. Ce programme a subi un réajustement portant ainsi le nombre à 150 000 logements d'ici fin 2018. Direction l'ouest du pays, le village de Dompleu, situé dans la région du Tongpi, a abrité la cérémonie de remise officielle de 80 systèmes d'hydraulique villageoise améliorés, dit HVA. Ce cadre a permis également de lancer un programme de réalisation de 500 pompes à motricité humaine. FBoué. À Cordrou, un village de la sous-préfecture de Totodrou, région du Guémon, s'approvisionner en eau potable relevait du parcours du combattant. C'est fatigant. Tu quittes au campement, tu travailles là-bas, tu es fatigué. Puis tu reviens au village encore, tu vas aller à la source pour venir préparer, laver les enfants. En tout cas, c'était très pénible. Les habitants de Dompleu, un village situé à 4 km de Mans, région du Tongpi, rencontraient les mêmes difficultés. Dans les puits, on s'approvisionnait. On avait les difficultés, souvent même les puits tarissaient. Donc, on peut rester là, tu es obligé de lever très tôt pour avoir un peu d'eau pour la cuisson. Et ce n'était pas potable. Il y avait trop de maladies. La diarrhée, il y avait des cas de choléra qui se signalaient. Bon, souvent même, c'était désagréable. Pour y remédier et améliorer les conditions de vie des populations, le gouvernement ivoirien a mis en place le programme hydraulique et assainissement pour les millionnaires femmes, dont le volet hydraulique s'est traduit par la réalisation de 100 systèmes d'hydraulique villageuse améliorés HVA dans les régions du Cavali, du Guémon, du Tongpi, du Haut-Sassandra et de la Maraoué. Un projet financé par l'Union européenne, l'État de Côte d'Ivoire et les populations bénéficiaires. Aujourd'hui, les 80 premiers HVA réalisés et mis en service font le bonheur des populations impactées. On remercie ceux qui ont envoyé la pompe chez nous ici. Vraiment, on a l'eau potable maintenant, nous sommes en bonne santé. Les enfants vont vivre en paix. On prend, voilà, pompe ici, c'est ici, épuise l'eau. L'eau à boire maintenant. Et remercie le gouvernement. La cérémonie de remise officielle de ces ouvrages qui se déroule à Dompleu est aussi l'occasion de lancer un nouveau projet. Le projet assainissement en eau potable AEP dans le district des montagnes. Il est financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Les travaux prennent en compte la réalisation de 500 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans 500 localités dans le district des montagnes. Le coût global de ce projet est estimé à 7 milliards de francs CFA. Le ministre Albert Touakus Mabri, représentant le président de la cérémonie, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a indiqué que le gouvernement qui a fait de la question de l'hydraulique une grande priorité fera tout pour que chaque habitant de la Côte d'Ivoire ait accès à l'eau potable et cela de façon durable.
Et revenons à Abidjan, le parc automobile de la Sotra s'étoffe. La Société des transports d'Abidjan a réceptionné 450 autobus, des bus remis ce jeudi par le ministre des Transports. Cette action s'inscrit dans la politique de mobilité urbaine entamée par l'État ivoirien depuis 2017. Nadia Eidja et Cheikh Koné. 450 autobus remis à la Société des transports abidjanais Sotra par l'État ivoirien. Des bus articulés à gaz de 18 mètres de long avec une capacité d'accueil de 200 passagers. Ils viennent renforcer le parc automobile de la compagnie et la mobilité urbaine. Cette acquisition portera le parc de la Sotra à 1155 autobus. Cette capacité opérationnelle jamais atteinte par la société Sotra en termes d'autobus neufs. Avec cette acquisition, la Sotra passera d'un volume de passagers de 450 000 voyageurs par jour à près de 900 000 passagers jour. Ce projet initié depuis 2017 s'inscrit dans l'engagement pris par le chef de l'État. La présente cérémonie illustre parfaitement son engagement à améliorer le secteur et à apporter des réponses idoines à la problématique de la mobilité urbaine. Par sa détermination et sa volonté, Abidjan, notre capitale économique, fait progressivement sa mue vers un transport urbain moderne et multimodal, sécurisé et compétitif. Le ministre des Transports a invité la Sotra à faire un bon usage des véhicules pour en assurer la durabilité. Monsieur le directeur général, l'occasion me paraît opportune pour appeler votre attention sur la nécessité absolue de veiller au bon entretien du matériel roulant et de l'ensemble des équipements mis à la disposition de la Sotra. Leur entretien doit donc figurer au titre des devoirs de chacun des membres du personnel de la Sotra. Une remise de 500 autobus a déjà été effectuée par le gouvernement en 2017. Cette opération, une véritable bouffée d'oxygène pour la Sotra, elle permettra à la société de transport d'accueillir 2000 nouveaux bus sur la période de 2017 à fin 2020. À présent, une nouvelle moins bonne. Un incendie s'est déclaré la nuit dernière à la mairie du Plateau. Le bâtiment des archives de la mairie du Plateau est parti en fumée. Le feu a consumé toutes les archives de l'état civil, comprenant les actes de mariage et de naissance. L'origine du feu reste pour l'instant inconnue. De plus amples informations vous seront données dans nos prochaines éditions. En politique, le RHDP prépare son premier congrès ordinaire. Une réunion d'organisation s'est tenue hier au Palais des Sports de Treichville. Et selon le président du comité d'organisation, Adama Bictogo, ce premier congrès ordinaire du RHDP sera celui de l'espoir. Sidonie Davila pour le compte-rendu. Les partis membres du RHDP dans une dynamique de rassemblement. Dans l'optique d'une meilleure organisation du premier congrès ordinaire prévu les 25 et 26 janvier prochains, les différentes commissions de ce rassemblement ont été mises en place. Le président du comité d'organisation a défini les objectifs et les résultats attendus. Ce premier congrès ordinaire du RHDP est le congrès de l'espoir des Ivoiriens. Parce que c'est ce congrès-là qui va annoncer si oui ou non le RHDP est donc ce parti qui rassemble. Et cela va se traduire par la grande mobilisation. Cette réunion a démarré les travaux. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons donc avoir une périodicité de rencontres qui se tiendra tous les jeudis. Et nous allons aller à un séminaire. Pour une Côte d'Ivoire forte et rassemblée, le thème du premier congrès ordinaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix va s'articuler autour du rassemblement. À cette rencontre du RHDP qui affiche complet, le parti Concorde, dirigé par Alcide Guégué et favorable au RHDP, était aussi présent. Une note sportive à présent, je vous donne lecture d'un communiqué de la Fédération ivoirienne de football en rapport avec la CAN 2021.
Le 20 septembre 2014, à Addis Abeba, en Éthiopie, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, la CAF, à l'unanimité de ses membres, a attribué à la Fédération ivoirienne de football, la FIF, l'organisation de la CAN 2021. La FIF a été surprise d'apprendre que le président de la CAF a décidé de sa seule autorité et sans aucune concertation préalable avec elle de réattribuer au Cameroun l'organisation de l'édition de la CAN 2021 confiée jusque-là par la CAF à la Côte d'Ivoire. La FIF a décidé de consulter ses mandants, clubs et groupements d'intérêt afin de connaître leur position sur ce retrait de la CAN 2021 au terme d'une réunion qui s'est tenue le mercredi 12 décembre 2018 à l'hôtel Palm Club de Cocody à Abidjan. L'ensemble des clubs et autres acteurs du football présents au regard des textes régissant la CAF et des règlements internationaux pertinents à l'unanimité ont demandé à la FIF d'exercer tout recours devant toute juridiction arbitrale ou judiciaire nationale ou internationale compétente afin de faire valoir ses droits. Au vu de tout ce qui précède, la FIF a saisi ce jour même le TAS d'un recours contre la décision de la CAF. JB Sam, préfet Orcrade. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Retrouvez demain Kolo Koulibaly pour un autre développement de l'actualité. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur RTI 1.